Votre livre, il était adressé justement à nous, comme des mortels qui n'avons pas tous les concepts philosophiques, ou à un public savant. Il faut vous expliquer aussi. J'ai l'impression que vous interrogez aussi, à un moment donné dans les livres, à quel moment commence la philosophie. Est-ce que ça commence simplement sur les bancs de la terminale, ou ça commence ailleurs? Ah oui, ça commence quand on s'interroge soi-même. Quand on découvre que ce qui nous étonne, c'est pas parce que nous sommes ignorants, mais c'est parce qu'au fond, c'est étonnant. C'est que le monde n'est pas formé de réponses, mais que le monde est d'abord une question et plusieurs questions. Et on commence terriblement à philosopher quand les croyances qu'on a cultivées, soit comme enfant, soit comme personne intégrée, commencent à flancher. C'est-à-dire que les grands moments de la philosophie, c'est les moments où on vous parle de la crise des valeurs. C'est le moment où on vous dit ben, rien n'est stable. Alors le grand moment au XIXe siècle, ça a été après la Révolution française. Tous les philosophes allemands qui réfléchissent au XIXe siècle, c'est Hegel, c'est Fichte, c'est Nietzsche, mais c'est aussi Marx, etc., réfléchissent sur ce qui s'est passé d'extrêmement étonnant dans la Révolution française, à savoir que, au nom des meilleurs principes de l'égalité universelle, etc., on a quand même fabriqué des drôles de choses. Alors, il y a évidemment la terreur, mais ce n'est pas encore le pire pour les Européens. Le pire, ça a été Napoléon. Ça vous étonne? Enfin, Napoléon, c'est quand même quelqu'un qui a envahi l'entièreté de l'Europe et qui a coûté très cher à la France. Hein, ça fait 1 500 000 morts, mais qui a coûté aussi très cher à l'Europe. Donc, étrangement, au nom de la paix, au nom de la liberté, etc., on a abouti à des choses, aux plus grandes batailles, jusqu'aux guerres de 14, etc. Mais enfin, c'était énorme, les batailles d'anéantissement, comme on disait à l'époque. C'était assez terrible. Donc, ce paradoxe qui fait qu'au nom des Lumières, il y a des massacres, c'est quelque chose qui a travaillé les philosophes, en particulier les philosophes allemands, mais aussi les historiens français, etc. Donc, le moment de la philosophie, c'est cette crise générale des valeurs. Alors, au XXe siècle, ça a été la guerre 14. L'Europe était chrétienne, ou simplement libre penseuse. L'Europe était, au fond, ordonnée, elle se croyait, et elle était la civilisation la plus éclairée du monde, la civilisation scientifique, etc., etc. Elle allait apporter les hôpitaux, les écoles, les médicaments au monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Europe se suicide, et pas qu'une fois, 2 fois. Alors, il y a un problème là, il y a un problème de philosophie. Et simplement, s'il y a des philosophes qui interrogent, il y a aussi des philosophes qui répondent et qui se croient porteurs d'une illumination. Et l'opposition entre Socrate et les socratiques, et d'autre part les sophistes à l'origine, et par exemple au XXe siècle Heidegger, c'est celle-là. Les plus grands philosophes du XXe siècle. Oui. Non, mais c'est comme ça qu'il est décrit, ou c'est autodécrit, on l'a décrit pendant très longtemps. Écoutez, mais ça paraît étonnant. Mais ce philosophe, d'abord, il était vraiment philosophe, je suis désolé. Il était vraiment nazi aussi. Il était vraiment nazi. Ça a été le problème de toute ma vie pensante, quand j'ai juste dû terminer les examens de Sorbonne, bon, aussi comme tout le monde. À la fin, on fait un diplôme à l'époque, c'est-à-dire 200 pages, auquel on consulte en 1 an.
ça. Et j'ai pris comme sujet Heidegger. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, d'abord, il n'était pas très bien vu, parce que c'était quand même une dizaine d'années après la chute de Luther. Donc il n'était pas très bien vu, il n'était pas traduit en français, enfin, ça je disais l'allemand, mais c'était un paradoxe, parce que c'était un vrai philosophe, et c'était un vrai nazi. Pas un nazi parce qu'il avait oublié je ne sais pas quoi, ou parce que c'était un péché de jeunesse. Il avait entre 43 et 56 ans à l'époque, entre 33 et 45. C'était pas un petit jeune qui était comme ça. Non, non, c'était un vrai nazi et un vrai philosophe. Et ça, c'est quand même un paradoxe. Et c'est une vraie interrogation. Bon, et à l'époque, je n'ai pas trouvé la solution. D'abord parce qu'on ne connaissait pas ses œuvres autrement que ses œuvres imprimées. Mais il a fait des cours pendant toute sa vie, et ça fait une centaine de volumes qui sont parus depuis. Qui sont parus en allemand, qui sont petit à petit traduits en français. Donc là, maintenant, on peut y voir plus clair. Et d'autre part, moi, je n'avais pas encore en tête que le mariage de la philosophie et des massacres et de la haine, ça existait en dehors du nazisme. Parce que le communisme et le goulag, c'était aussi sur un fond de philosophie, sur un fond de pensée, le matérialisme dialectique, etc., etc. Il y avait des académies de philosophes dans toutes les républiques populaires, en Russie et ailleurs. Et pendant que ces académies fonctionnaient académiquement, les gens tombaient par dizaines de millions. Et il n'y avait apparemment pas de rapport, quand même. Donc, le rapport entre la philosophie et les massacres du XXe siècle, c'est une vraie question, mais qui est en général évitée. Vous avez ça se continue, hein. Le chiisme, c'est la religion la plus philosophique du monde musulman. Et il se trouve quand même qu'il y a quelques penseurs chiites, mais pas des moindres, qui ont été partisans et même penseurs de la révolution de Khomeini. Pour vous dire en tout, il y avait des cercles philosophants à Téhéran juste avant la prise de pouvoir de la révolution islamique, et il y avait des penseurs très bien. Alors, il y en a qui existent encore, qui sont quelquefois en marge ou quelquefois à l'étranger, mais il y avait un cercle où il y avait des communistes, des Poudets, il y avait des Heideggeriens, entre autres. Et aujourd'hui, le plus brillant des Heideggeriens de l'époque, il est chef des services secrets de la République islamique. C'est vous dire qu'il y a un rapport entre la philosophie, la cruauté, le meurtre, qui en général est laissé de côté. C'est pas ce qu'on vous enseigne en classe de philo d'habitude. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est pas de dire il est nazi. Bon, lui, moi, tout le monde le sait. Mais justement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, cette démarche de vous mettre quelque part un peu à la première personne dans la peau d'Heidegger et dans la peau de Socrate. Pourquoi cette démarche-là? Pour nous raconter, j'ai l'impression de... Vous avez essayé de vous mettre dans leur tête. Oui, non, mais vous savez... Mais c'est intéressant, c'est pas si c'est presque plus littéraire que philosophique, ou c'est les deux, c'est à la lisière de deux. D'abord, c'est une façon de se comprendre, de faire comprendre, et d'obliger le lecteur à ne pas garder cette distance qu'on a normalement par rapport au documentaire, par exemple. Quand vous voyez en noir et blanc les crimes de l'époque, n'importe quelle époque, mais enfin il y en a tellement que ça va, vous êtes à l'extérieur. Quand vous vous mettez dans la tête de quelqu'un qui a approuvé ces crimes, ou qui les a tellement laissés faire en détournant les yeux, que finalement il est complice, quand vous mettez dans sa tête, vous vous sentez
interrogé, interloqué. Vous sentez que ça pourrait vous arriver. Il y a un très grand écrivain allemand qui s'appelle Thomas Mann, qui lui alors était nationaliste en 14-18, mais il a vu tout de suite que la suite allait être catastrophique et il était complètement anti-hitlérien, etc., dès le départ. Et il a écrit là-dessus. Mais, une fois, il a écrit Hitler, mon ami, Hitler, c'est mort. Il a écrit un long article là-dessus en disant on ne peut pas se sentir simplement étranger à ce qui nous arrive de pire. Bien sûr, Thomas Mann n'a jamais fait de ça, mais il s'est dit que bon, l'université allemande, elle n'était pas disposée à l'origine, par une sorte de péché originel, à tomber dans le nazisme. Et pourtant, cette université la plus éclairée d'un continent le plus éclairé d'Europe, eh bien, elle a voté à 95% pour Hitler. Donc, il s'est dit, il y a quand même un sacré problème là. Je ne peux pas me considérer comme d'une autre planète et rencontrant des monstres. Justement, ce ne sont pas des monstres. Et il faut que je me mette dans leur peau pour comprendre comment ça se passe. Et on en apprend quand même quelque chose.